Bonjour Véronique, bienvenue dans Tonalité de Femme. Véronique, je suis vraiment heureuse de vous recevoir. Alors tout d'abord, parlez-nous de l'une de vos plus belles collaborations artistiques et on pense immédiatement à Laurent Voulzy. Ah, ça a été un grand souvenir. C'est la seule fois de ma vie où j'ai ressenti la promotion comme un moment de bonheur. Parce que la promotion, c'est toujours le moment le plus ingrat finalement pour un artiste. En plus, je trouve que maintenant, il faut aller dans des émissions où on se fait sabrer pour un rien, ou pour un non, pour une humeur comme ça. Et ça, c'est vraiment pas... C'est très désagréable. La promotion, comme il n'y a plus du tout de notion de respect, ce qu'il y avait quand même il y a quelques années, il n'y a plus de respect de l'artiste, il n'y a plus de respect de grand-chose dans notre société, dans notre monde. Et donc, c'est devenu de plus en plus dur. Mais à cette époque, quand on faisait la promotion de Désir, c'était des fous rires en permanence. Des fous rires. J'ai vraiment ce souvenir-là, de gaieté, de fou rire, de bonheur. Racontez-nous l'actualité de votre association Graines d'Avenir. Quelles sont les plus belles victoires remportées pour ces enfants tibétains depuis 5 ans? La plus belle victoire, déjà, c'est de durer. C'est d'exister dans le temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est dur. Le monde associatif est dur. Non pas le problème n'est pas au niveau de l'investissement personnel, mais c'est que c'est très dur de lever des fonds aujourd'hui parce que la crise atteint tout le monde et que forcément, l'argent est le nerf de la guerre et que sans l'argent de ceux qui nous aident, on ne peut rien faire, on ne peut pas avancer là-bas. Donc les plus belles victoires, c'est déjà à aujourd'hui d'avoir 250 enfants parrainés. Ça, c'est en 5 ans. Donc ça, c'est déjà une grande et belle victoire. C'est d'avoir restauré le monastère de Mounet, où il y avait 5 vieux lamas qui ne savaient même plus tellement à qui transmettre les enseignements. Et aujourd'hui, il y a 25 petits moines qui sont éduqués. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les monastères là-bas sont des monastères écoles. Donc ça donne la possibilité aux enfants d'être éduqués et d'avoir accès aux enseignements. Parce que quand on parle d'éducation dans la culture bouddhiste, dans la civilisation tibétaine, quand on parle des TCV, donc des villages d'enfants tibétains où sont élevés des centaines d'enfants en exil, c'est l'éducation comprend le même cursus que le nôtre au niveau des langues étrangères, au niveau des mathématiques, des sciences, de la physique, de tout ça. Mais en plus, il y a les enseignements. Et ces enseignements, je regrette personnellement, profondément, qu'ils ne soient pas, comment je pourrais dire, d'actualité en France. Parce que c'est l'enseignement sur la responsabilité de ses actes, c'est l'attention à veiller à être un bon être humain avant tout. C'est-à-dire que le Dalai Lama donne aux enfants évidemment le conseil de faire toujours du mieux qu'ils peuvent, mais de ne jamais perdre de vue que le plus important au bout du compte, c'est d'être un bon être humain. Ça, c'est capital. Et ça, malheureusement, c'est un discours qu'on ne donne pas assez à nos enfants. Là-bas, dans l'éducation des enfants, on leur apprend qu'il y a une loi, la loi qui gère l'univers, qui est la loi de cause à effet, et qu'en réponse à ces actes, à ces actions, il y a des répercussions. Ça, nous, on n'en est pas conscient, on n'apprend pas ça aux enfants, et c'est une chose mais capitale, que les choses qui existent aujourd'hui ne seront pas forcément là demain. C'est la loi de l'impermanence, que la tolérance est une des règles primordiales, que le partage est une des règles primordiales aujourd'hui plus que jamais dans notre société. Toutes ces valeurs-là, de paix, de tolérance, on leur apprend quand ils sont hauts comme ça. Et je regrette que ce ne soit pas comme ça en Occident. Véronique, vous avez surmonté un cancer à cause duquel vous n'avez pas pu avoir d'enfant, mais aussi la perte dramatique de l'homme que vous aimiez, le champion de Formule 1, Didier Pironi. D'où vous est venue la force inestimable qui vous a permis de dépasser ces épreuves et d'embrasser votre carrière de comédienne, de chanteuse, de réalisatrice, ainsi que votre curiosité sur le monde? Je pense que la maladie m'a donné une force, effectivement. Mais je pense que les grandes souffrances sont un abîme et comme un tremplin. Donc, il nous appartient de les transformer. Je dirais qu'importe l'épreuve, la seule chose qui compte, c'est la façon dont on la dépasse. Alors, on peut en ressortir effectivement meurtri, aigri, ou alors beaucoup plus fort et à l'épreuve de tout. De tout, en tout cas, des grosses balles. Donc, cette force m'a certainement donné Enfin, c'est pas seulement la maladie, c'est la façon effectivement dont je l'ai transformée.
c'est l'approche des enseignements, c'est l'intégration en tout cas de ces enseignements qui force à l'acceptation des choses, qui ne veut pas dire un fatalisme, ça veut dire qu'on fait tout ce qu'on peut pour changer les choses, mais qu'à un moment, quand on sait qu'on ne peut pas les changer, il faut les accepter et vivre avec. Et ça donne c'est une autre approche du problème. Quand il y a une grande souffrance, quand on a un gros chagrin, je veux dire, c'est pas, quand on dit le bouddhisme, c'est le détachement, par exemple, ça ne veut pas dire qu'on ne souffre pas, qu'on n'est pas, non, ça veut dire qu'on ne devient pas la douleur. On a du chagrin, on a une douleur, on est en colère, mais on n'est pas dupe de cette émotion qui peut nous détruire. C'est l'émotion qui nous détruit. Mais de refuser un chagrin, c'est pas bien non plus. Parce qu'un chagrin, quand on perd l'être qu'on aime, c'est énorme, c'est colossal. On ne peut pas dire je me détache, je suis insensible. C'est pas possible. On reste un être humain. Donc on pleure, on est mal, et puis on sait qu'à un moment, le temps va passer petit à petit. Un jour, toc, il y a la petite impulsion qui va vous permettre de se dire ah tiens, la lumière revient. Ah tiens, j'arrive à reprendre du goût à ça. Et puis voilà, on sait que le nuage est énorme, mais que derrière, il y a toujours le ciel bleu. Et qu'il faut accepter le passage du nuage, qu'on n'est pas maître de la dimension du nuage, qu'on ne gère pas l'univers, mais que de toute façon, il y a le ciel bleu derrière. Et que c'est à ce ciel bleu qu'il faut penser. Alors ça peut paraître simple de le dire, mais je l'ai expérimenté, donc je sais de quoi je parle en même temps. Et je peux dire que les femmes ou les hommes qui entendront ce message peuvent vivre la même chose, se dire que quel que soit le nuage, il y a toujours le ciel bleu derrière et qu'il ne faut jamais le perdre de vue. Et vous le savez, de nombreuses femmes ne pensent pas pouvoir se réaliser sans enfanter, et pourtant cette réalité est de plus en plus commune. Qu'auriez-vous envie de leur dire? Mais j'aurais envie de leur dire que je suis la preuve vivante qu'il y a 1 milliard de choses dans la vie d'une femme et qu'être une femme ne se limite pas à avoir des enfants. Parce qu'être une femme, c'est de toute façon avoir l'instinct maternel en soi. Et que l'instinct maternel, cette faculté d'aider à grandir, de consoler, de comprendre, d'assister, de pardonner, parce que ça, c'est vraiment l'essence féminine. On parle aujourd'hui des femmes beaucoup plus, quand on en parle, voilà, sur les revues et tout, c'est toujours la coquetterie, c'est encourager à ne pas avoir de rides parce que c'est pas l'âme, parce que la mode est aux femmes qui sont... mais ça va passer en plus tout ça, et ça lasse, ça lasse, ça lasse. C'est tellement d'autres choses la femme. Moi j'aime les femmes, je me suis attachée à traiter justement du principe féminin dans le documentaire que j'ai fait pour parler du bouddhisme à travers les femmes parce que je trouve qu'elles portent en elles l'avenir de l'homme, l'avenir du monde. Jean Ferrat avait dit « La femme est l'avenir de l'homme ». Et c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Elle porte la vie en elle, mais pas seulement au niveau de l'enfant qu'elle peut porter. Moi, je n'ai effectivement jamais pu avoir d'enfant parce qu'on m'a enlevé cette chance à l'âge de 22 ans. Mais en même temps, on m'a amené une telle épreuve que j'ai été obligée de la dépasser et que j'ai compris que la femme était plein d'autres choses. Et aujourd'hui, je m'occupe de centaines d'enfants à travers le monde. Je m'occupe d'amis, de gens, d'êtres. Et je suis totalement femme. Mais peut-être justement dans ce cadre plus important à défendre quand on est femme. Et enfin, avant de nous séparer, Véronique, nous sommes nombreuses à vous avoir suivi dans Pause Café. Votre interprétation de Joël Mazar a été un grand succès et ressort d'ailleurs en DVD. Qu'est-ce qui vous reste de cette grande aventure ? Il m'en reste plus aujourd'hui qu'il m'en restait il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Parce que j'ai été un peu prisonnière de l'image de Pause Café. Et en même temps, je me rends compte que c'est ce feuilleton qui m'a ouverte à la détresse humaine d'une certaine façon. Que comme toutes les histoires qu'on traitait étaient des histoires réelles, j'ai vraiment découvert tout un monde que je ne soupçonnais même pas. La détresse dans nos grandes villes où on ne sait même pas qui est son voisin, on ne prend pas la peine de lui dire bonjour, de savoir qui il est, comment il va. Peut-être que ça commence là. Tendre la main, c'est pas forcément à l'autre bout du monde, c'est aussi de dire bonjour à celui qu'on croise dans la rue, de lui donner un sourire. Et c'est peut-être tout ça à quoi Pause Café a servi dans ma vie. Merci infiniment Véronique. À très bientôt. Avec plaisir. À bientôt.